Nous sommes très honorés d'accueillir le président d'un des organismes partenaires de notre événement, donc nommément l'Union des producteurs agricoles. Alors, Marcel Groslot nous touchera un mot. Vous savez combien les questions agricoles sont importantes à l'Organisation mondiale du commerce. C'est souvent le nœud des négociations. Ça l'a toujours été, en fait, depuis la création de l'organisation. Donc, l'UPA a toujours eu à cœur de suivre à la trace les travaux de l'Organisation mondiale du commerce. M. Groslot va nous entretenir pendant 15 à 20 minutes, quelque chose comme ça, une quinzaine de minutes. M. Groslot est président de l'Union des producteurs agricoles depuis 2011. Il est producteur laitier à Thetford Mines. Il est actif dans le syndicalisme agricole depuis plus de 20 ans. Il a été président de la Fédération des producteurs de lait du Québec, membre du conseil exécutif de l'UPA de 2005 à 2009. Il a aussi siégé au conseil exécutif des producteurs de lait du Canada, été président pour le développement de l'agriculture du Québec, le CEDAC, d'UPA Développement international et de la Fondation de la famille terrienne. M. Groslot agit également comme coprésident de la Coalition pour la souveraineté alimentaire et la Coalition Géo5 pour un modèle agricole équitable, donc pour la gestion de l'offre. Il a été reçu conférencier à de multiples reprises, notamment au Conseil des relations internationales de Montréal. M. Groslot a été élu deuxième vice-président de la Fédération canadienne d'agriculture en 2013. Donc, vous voyez combien il s'implique dans le monde agricole et combien il est au cœur des débats. Alors, il nous fait grand plaisir de l'accueillir et je lui cède la parole. Merci. Alors, bonjour et merci de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous cet après-midi pour partager quelques réflexions et mon point de vue sur les ententes internationales telles que l'OMC et le PTP qui se négocie actuellement et le CITA qui a été négocié et dont on attend la conclusion. Alors, comme vous l'avez entendu, je suis impliqué au niveau du syndicalisme agricole québécois depuis plusieurs années. Vous vous demandez sans doute comment fait-il pour exploiter son entreprise agricole également. Alors, comme j'ai déjà dit à la blague, j'exploite ma ferme et mon frère à Thetford Mines, là où est située mon entreprise. Alors, nous sommes associés depuis 1988. Donc, et en production agricole laitière. Donc, on a vu depuis ce temps-là évoluer les ententes internationales et on a quelquefois subi, d'autres fois profité de des négociations de ces ententes-là. Alors, mes premiers vrais contacts avec la négociation internationale remontent à 2003. D'ailleurs, je vois M. Petitgrou ici. Le Canada, il y avait une conférence ministérielle de l'OMC à Cancun et j'étais là-bas avec d'autres représentants du secteur agricole canadien. Et déjà à cette époque-là, il y avait beaucoup de pression des organisations agricoles à travers le monde qui craignaient par cette négociation-là de voir leur pouvoir de négocier leurs prix, d'être compétitifs, d'avoir accès au marché, voyaient leur pouvoir, croyaient que leur pouvoir pouvait être menacé. Alors, les étapes importantes que moi j'ai vécues dans ces négociations-là, notamment pour l'OMC, ont été 2003, 2005 également à Hong Kong, où on est un peu dans la situation actuelle. Le gouvernement, on était en période électorale au Canada. Et il y avait plusieurs rumeurs insistantes, comme quoi la négociation allait peut-être aboutir en 2005. Et pour le Canada, il y a toujours le fameux enjeu de la gestion de l'offre et de la protection et des tarifs qui s'appliquent à ce secteur-là pour protéger le marché laitier et de la volaille canadien. Donc, on était là. Et également en 2008, où je crois que c'est la fois où on est venu le plus près d'une entente. L'Inde, l'Europe, les États-Unis, il y avait 5 pays importants qui représentent les principaux blocs économiques qui ont vraiment tenté d'arriver à une conclusion de la ronde de Doha et finalement c'est l'Inde qui n'avait pas accepté les pressions ou les demandes qui lui étaient faites. Donc, les enjeux agricoles ont toujours été au cœur des négociations internationales et probablement un des enjeux les plus sensibles à négocier parce que ça implique une multitude d'entreprises sur l'ensemble du territoire,
déjà vulnérables parce que la production agricole comporte plusieurs risques. Et en production agricole, on ne profite pas tous du même climat et des mêmes avantages dès le départ. Donc, pour un pays comme le Canada, avec un climat nordique, qui négocie la libéralisation des échanges dans le lait avec un pays comme la Nouvelle-Zélande, où le climat est tout à fait profitable à la production laitière, c'est sûr que les enjeux pour les producteurs laitiers canadiens sont très différents. Mais en tant que président de l'UPA, je représente aussi les autres producteurs agricoles, les producteurs de porc, les producteurs de bleuets, les producteurs de canneberge. Et ces producteurs-là veulent maintenir leurs accès au marché, veulent avoir les mêmes conditions lorsqu'ils vont en Corée, lorsqu'ils vont au Japon, lorsqu'ils vont en Chine. Donc, c'est sûr que le Canada doit jouer sur ces deux tableaux-là, comme le fait les États-Unis, comme le fait l'Europe également. Alors, on comprend très bien que l'OMC est important et que le commerce est essentiel. Les producteurs agricoles, malgré leur opposition ou quelquefois la défense du statu quo, sont conscients que le monde dans lequel nous vivons s'est construit siècle après siècle sur les échanges commerciaux. Déjà, on a tenté presque de traverser l'Atlantique à la rame pour se rendre aux Indes parce qu'il y avait un potentiel à exploiter là-bas. On avait difficulté à s'y rendre. Et donc, l'appétit pour plus de commerce, finalement plus de pouvoir et plus d'enrichissement, est à la source du développement de l'humanité et de la civilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est un fait. Personne ne remet ça en question. L'OMC, je crois que l'OMC portait une promesse en 1994, celle d'un commerce plus équitable, plus juste, un commerce qui limiterait le pouvoir des nations les plus puissantes et augmenterait les opportunités pour les nations moins fortunées. À cet effet-là, je crois que l'OMC a failli. Et je crois que le principal obstacle à la terminaison de la ronde de Doha est cet échec-là. Cet échec-là ne remonte pas à 2001, depuis la ronde du développement. Cet échec-là, pour moi, remonte dès le début de l'OMC, après la ronde de l'Uruguay en 1994. Lorsqu'on regarde au niveau agricole, les promesses de l'OMC, en 1994 déjà, c'était la réduction des subventions à l'exportation, les subventions à l'agriculture tout court, l'élimination des barrières réglementaires et des barrières non tarifaires. Alors ça s'appliquait surtout au milieu agricole, mais également dans d'autres domaines. Force est de constater que ce souhait-là d'arriver à... Et par l'élimination de cette... et peut-être que les prémices de départ aussi étaient un peu faussées, en prétendant que l'élimination des subventions allait éliminer la surproduction et stabiliser la production et le marché. À mon avis, dès le départ, en agriculture, cette prémisse-là est fausse. Il y a trop d'autres conditions qui viennent intervenir dans la production agricole, autres que le soutien pour stipuler que le seul fait d'éliminer les subventions stabiliserait les marchés. La production agricole est imprévisible. Cette année, ici, on a eu un printemps assez exécrable, très froid, pluvieux. Depuis la mi-juillet, les situations s'est replacées et finalement, on va avoir une récolte assez bonne dans plusieurs secteurs. Ça, c'était imprévisible. Si la récolte s'avère bonne à travers l'Amérique du Nord au niveau des céréales, il y a de fortes chances que le prix des céréales puisse chuter de 50 à 100%, de 50 ou de la moitié. On peut très bien passer d'une tonne de maïs à 300 $ la tonne, à 150 $ la tonne, à 125 $ la tonne.
Et à ce moment-là, les interventions gouvernementales, peu importe les lois et règlements de l'OMC ou ailleurs, les interventions gouvernementales vont arriver pour soutenir le secteur, pour assurer la production et l'ensemencement de ces terres-là l'année suivante. Il n'y a aucun gouvernement qui ne va pas intervenir pour assurer l'ensemencement des superficies l'année suivante, ni en Europe, ni en Amérique, ni au Canada. Donc, ce phénomène-là, propre à l'agriculture, doit être pris en compte dans les négociations et jusqu'à maintenant, il ne l'a pas été. Les conditions intrinsèques à l'agriculture et au commerce agricole ont été ignorées et introduites dans les conditions générales du commerce. Malgré toutes les exceptions, Pierre-Marc Johnson disait à l'OMC, il y a le livre, l'entente porte sur quelques pages. Ce qui prend de la place, c'est les 1000 pages d'exceptions. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exceptions, et c'est surtout en agriculture qu'il y a des exceptions, à cause, encore une fois, aussi du caractère essentiel de la production agricole. Donc, il n'y a pas eu, à mon avis, ces objectifs-là de réduction des subventions, élimination des barrières tarifaires, élimination de la réglementation ne sont pas arrivés, et je vous ai expliqué pourquoi. Quand on regarde les subventions ou les soutiens en Europe, malgré les modifications de la politique agricole commune, malgré qu'on soit passé de subventions à l'exportation à paiement direct à la ferme, les montants se sont maintenus, les montants d'aide se sont maintenus, globales ont été maintenus. Et si on ajoute les interventions dans le secteur de l'énergie ou de l'économie verte, qui soutiennent aussi indirectement la production agricole, l'intervention de l'État en agriculture a augmenté. On n'a pas le chiffre exact, mais dès le départ, nous autres, dès les années 80, dès les années 2000, on souhaitait que dans la volonté de réduction du soutien à l'agriculture, on inclue également le soutien dans la boîte verte. Parce que sans ça, on n'arriverait pas à équilibrer l'aide entre les différents pays. Et la démonstration à ce niveau-là est faite. Au départ, le Canada avait soumis cette demande-là, mais il l'a laissé tomber. Les États-Unis également ont maintenu le Farm Bill. Hier, j'assistais à une conférence de John Mackey, qui est le co-président et cofondateur de Whole Foods, la chaîne alimentaire américaine qui est spécialisée dans le produit biologique et naturel. À titre d'exemple, il disait qu'en Europe, chaque vache reçoit en soutien 2,50 $ par jour, alors que 40 % de la population mondiale vivent avec moins de 2 $ par jour. Alors, c'est pour vous dire que l'OMC, depuis 1994, n'a pas réglé grand-chose à ce chapitre-là. L'autre problème, à mon avis, également de l'OMC, c'est toute la question du règlement des différends. Oui, il y a un processus de règlement des différends, mais faire appel à ce processus-là est toujours risqué parce que, prenons le cas du lait d'exportation au Canada. Dans les fins des années 90, le Canada avait décidé de permettre aux producteurs d'exporter, donc d'avoir un accès au marché canadien à travers la réglementation et développer parallèlement un marché libre avec des contrats avec des transformateurs pour l'exportation. Ce principe-là a été jugé non conforme à l'OMC. Et là, le tribunal a évoqué un principe qui jusque-là n'avait pas été négocié, celui du subventionnement croisé. Alors que ça n'avait pas été négocié par les pays, le tribunal a ajouté cette notion-là dans les règles, finalement, de l'OMC. Et c'était souhaité pour empêcher que l'Europe fasse la même chose, je crois également, de prévenir que d'autres pays stabilisent le prix sur leur marché intérieur et profitent de cette stabilité-là pour se donner un certain levier pour soutenir leurs exportations sans intervention monétaire. Donc, les Néo-Zélandais avaient très peur que l'Europe adapte, et les Américains également. Mais ce faisant, lorsqu'on ouvre le marché, c'est l'ensemble du marché intérieur et extérieur qui se retrouve sur les prix mondiaux.
Et ça ne fait aucun sens puisqu'il y a environ 10 des échanges agricoles sur le marché international. La majorité des échanges agricoles se font sur les marchés nationaux ou régionaux. Alors, il y a un non-sens à ce niveau-là. L'autre élément, c'est les délais avant qu'on ait une décision du tribunal du règlement des différends. On n'a qu'à penser l'enjeu qui oppose le Canada aux États-Unis, le COOL, le Country of Origin Labeling. C'est sûr que pendant le temps qu'on a été devant l'ALENA et devant l'OMC, l'industrie bovine canadienne a été extrêmement affectée, de sorte qu'aujourd'hui, au Canada, il y a plusieurs abattoirs qui ont fermé. Et maintenant, le réseau ou la filière bovine est constituée de sorte que l'abattage se fait aux États-Unis. Même si aujourd'hui, on abolissait le coût, les dommages à l'industrie vont être permanents. Le Canada est aujourd'hui un importateur net de bœuf, alors qu'on était un des principaux exportateurs. Donc, les délais sont un enjeu important. Et l'autre élément, c'est lorsqu'une décision est rendue, c'est que la justice n'est pas nécessairement rendue. La décision permet à un pays d'utiliser des mesures de rétorsion ou de compensation contre le pays fautif, mais il faut qu'il les applique lui-même. Alors, vous imaginez bien qu'un pays, prenons un exemple extrême, le Gabon et les États-Unis ou l'Europe, le Gabon ne sera jamais capable de se faire justice par rapport à l'Europe sans subir des conséquences qui seraient plus graves que le préjudice qu'il a subi. Alors ça aussi, c'est un problème d'équité et qui relève du premier point que j'ai fait sur la faillite de l'OMC par rapport à ses promesses. Alors, et l'autre élément que je mentionnerai, parce que je vais accélérer un peu, je vois que mon temps s'écoule, mais c'est toute la question de la réciprocité des règles. Alors, nos sociétés nous exigent des règles, bien-être animal, environnemental, main-d'œuvre, droits de l'homme et tout. Mais dans le commerce et pour l'OMC, ces règles-là ne peuvent pas être utilisées pour limiter le commerce chez nous ou les importations chez nous. De sorte qu'on se retrouve ici au Canada avec des importations de produits agricoles des États-Unis où on utilise là-bas des fongicides ou des médicaments interdits chez nous, permis aux États-Unis, mais on importe ces produits-là sur nos marchés, alors que nous, ici, on ne dispose pas des mêmes outils pour être compétitifs. Ça, c'est un élément qui est fondamental dans la recherche d'une équité au niveau commercial. Et de l'amélioration, je dirais également, des règles environnementales et des droits humains dans le monde. Donc, pour moi, en agriculture, malgré le fait que le commerce est important et qu'on a besoin d'accès au marché étranger, la fragilité du secteur agricole, les faibles marges et la faible rentabilité du secteur agricole, en même temps que son importance dans l'occupation du territoire et dans les politiques intérieures de chacun des pays, font en sorte que lorsqu'on veut soumettre l'agriculture à des règles comme celle-là, on se bute à des impératifs politiques qui prennent le dessus sur les engagements que les pays ont pu contracter à l'OMC. Lorsqu'il y a eu la crise en 2008 et l'augmentation fulgurante des prix des céréales, il n'y a aucune règle de commerce qui n'a tenu et tous les pays ont cherché avant tout à protéger l'alimentation de leur population et ça a même entraîné, en quelque sorte, une augmentation encore plus importante et plus rapide des prix des céréales. Donc, je crois qu'il faut revenir à des notions où le commerce en agriculture a une limite où les règles commerciales usuelles ne peuvent s'appliquer à un secteur comme l'agriculture. Maintenant, rapidement, dans les autres secteurs, je réfléchissais un peu, je me disais, bon, OK, ça c'est le secteur agricole, mais maintenant, est-ce que le soutien de l'État aux autres secteurs a diminué ou a augmenté ou s'est maintenu? Naturellement, je n'ai pas les statistiques propres à chacun des secteurs, mais si je regarde juste au niveau économique au Québec, l'intervention du gouvernement ne diminue pas au soutien aux entreprises. Et c'est la même chose dans tous les pays. Donc, ce phénomène-là fait en sorte que les pays les mieux nantis auront toujours des plus grands avantages à signer ces ententes-là. J'ai quelques exemples à vous donner. On a soutenu la création ou la construction d'une cimenterie à Port-Daniel-Gascon.
Dans ce projet-là, il y a 450 millions d'investissement gouvernemental. Alors que le budget pour soutenir l'agriculture au Québec l'an dernier, au total, a été d'à peu près, je ne parle pas du budget de fonctionnement du MAPAC, là. Je parle du budget qui a fait des programmes auxquels les producteurs ont eu droit, un peu plus de 300 millions. Donc, ça vous donne une idée de l'ordre de grandeur de l'intervention dans un projet comme celui-là. Une aluminerie Alouette à Sept-Îles, bon, ils ont négocié des rabais d'électricité jusqu'en 2029. De quel ordre, on ne le connaît pas. Mais est-ce que ça, c'est une intervention qui est d'ordre à créer une distorsion dans le marché? Je ne le sais pas, mais il reste que c'est une intervention qui n'est pas dans l'agriculture, encore une fois. Papier Kruger, cette semaine, sur un projet de 250 millions, 190 millions d'investissement gouvernemental. Puis des exemples comme ça, je peux aller dans plusieurs États américains. On a perdu des entreprises ici qui ont été attirées par des aides que les Américains leur ont offertes. Donc, l'intervention de l'État dans l'économie n'a jamais été aussi importante, malgré l'OMC et malgré les ententes qu'on négocie. Donc, pour ma part, je questionne encore une fois la réussite ou les objectifs qu'on s'était donnés. En terminant, je milite pour des traitements particuliers pour l'agriculture et l'alimentation dans les ententes internationales. Je sais que c'est loin d'être acquis. On a besoin de commerce au niveau agricole, mais les points que j'ai mentionnés sur la particularité du secteur agricole vont toujours rendre difficile ces ententes-là ou l'application de ces ententes-là. Lorsqu'on négocie, la question agricole est toujours la plus difficile à convenir, que ce soit à l'OMC, que ce soit au PTP, que ce soit dans le CITA. Là, commence la négociation entre l'Europe et les États-Unis. Je suis sûr que les questions agricoles sont les plus épineuses à négocier. Donc, ma conclusion est la suivante. Je milite pour une considération différente de l'agriculture dans les ententes commerciales parce que la preuve a été démontrée qu'il n'y a pas eu de diminution de l'intervention gouvernementale au niveau du soutien agricole depuis 1994. À mon avis, il y a eu une augmentation si on ajoute les boîtes vertes. Ça n'a pas stabilisé les prix au niveau de la ferme. On a une crise des prix agricoles en Europe. Et la volatilité des prix des marchés n'a jamais été aussi grande que maintenant en agriculture. Actuellement, les producteurs de pommes de terre au Québec et en Amérique, là, parce que c'est un marché ouvert, pour la pomme emballée, de terre emballée, le 100 livres est à 4,35 $. Alors, 4,35 $ du 100 livres, là, lorsque j'étais petit et que mon père vendait des pommes de terre, c'était mieux que ça, là. Alors, c'est vraiment un prix catastrophique. Et l'autre élément qui devrait faire réfléchir, c'est qu'au niveau de la consommation, au niveau des consommateurs, si je prends de 2005 à 2015, l'indice des prix à la consommation moyen, l'augmentation a été de 1,5 % par année, alors que l'indice de l'augmentation du prix des aliments a été de 2,7 % par année. Alors, autant de subventions, sinon plus. Les prix pour les producteurs ne se sont pas appréciés, plus de volatilité sur les prix des marchés, et les consommateurs paient plus cher leurs aliments, où l'augmentation du prix des aliments a dépassé l'augmentation moyenne des prix à la consommation. Alors, je crois que cette réflexion-là devrait peut-être permettre quelques questions. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Comme je le disais dès le départ, j'ai beaucoup de défauts, moi, par rapport à l'OMC. Je suis un producteur agricole, je suis Canadien, puis je produis sous gestion de l'offre. Alors, il y a des Néo-Zélandais qui se réveillent la nuit pour nous haïr, mais ça fait partie de notre rôle de mettre sur la place publique et sur la table ces éléments-là pour qu'on puisse avoir une vraie discussion sur l'avenir de la négociation et des échanges commerciaux en agriculture. Merci beaucoup.
Ah, oui. On va prendre le temps pour une ou deux questions, est-ce qu'il y en a? La jeune dame est pressée de me donner le micro. Je dois dire que je suis très agréablement impressionné par votre présentation. Articulée, raisonnée. Il faut dire que l'accord de l'agriculture dans l'OMC, je l'ai indiqué hier, pour tout le monde, c'était un premier pas qui ne va pas assez loin, mais qui était un pas dans la bonne direction. À plusieurs égards, ce que vous soulignez, c'est qu'effectivement, le système doit aller plus loin dans la gouvernance, dans les disciplines, dans les réductions de subventions. Et je pense qu'au Canada, les analyses pointent dans cette direction-là. Mais le défi, c'est le faire. Comment le faire? Quand je dis un début, il ne faut pas sous-estimer, minimiser l'importance des engagements européens. Quand on dit, oui, les subventions à l'exportation ne sont plus là, ça a été la guerre commerciale pendant 20 ans, des deux côtés de l'Atlantique, sur les marchés mondiaux. Les Américains avaient un waiver du vieux GATT où l'agriculture était complètement exclue de l'agriculture. Ils sont là. Bien sûr, lorsque vous parlez des niveaux d'intervention, de soutien, et on connaît très bien les discussions à l'égard, les appréhensions canadiennes à l'égard du niveau des interventions américaines. Tout ça était la discussion, justement, ce qui était acceptable, ce qui ne l'était pas internationalement, à l'intérieur de certaines limites. Et je pense qu'un début, ça veut dire que ça ne va pas assez loin, mais c'est qu'est-ce qui est négociable. Maintenant, la particularité de l'agriculture, je m'excuse avec cette voix ennuyante, là, mais la particularité de l'agriculture, je pense que même les Australiens, la Nouvelle-Zélande, les Américains vont reconnaître que c'est particulier, les conditions climatiques et autres. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut avoir un niveau d'intervention dans le marché. Il faut se poser la question, est-ce que tout le monde doit tout produire dans un monde qui doit se nourrir, mais en regardant, quand vous regardez une photo de la Terre à partir des satellites, vous voyez très bien les capacités de production de différents domaines, mais en même temps, il y a des problèmes d'alimentation, des problèmes de sous-alimentation. Et c'est un programme de travail pour la nouvelle génération, bien sûr. Mais je veux simplement redire que ce que je vais dire hier soir, que je vous le disais, l'agriculture est intégrée dans l'OMC, c'est un début. Mais sans cette agriculture dans l'OMC, on n'aurait même pas cette discussion sur l'OMC. Et je vous encourage à continuer ces excellentes analyses. Je ne ferai pas de commentaires lorsque vous comparez les niveaux de subventions agricoles avec les secteurs industriels. Dans notre temps, John Weeks et moi, on a eu toutes sortes de discussions, d'analyses dans cette direction-là. Même au niveau des États américains versus les provinces canadiennes et autres. Mais ça fait partie du travail, du dossier et des expertises. Et donc, finalement, le message que je prends de votre présentation, c'est que continuez à aller plus loin et ne lâchez pas. Il faut améliorer les conditions pour tout le monde.